Radio Rex. It's on air. Tonight, I just had to kill a lot of people. Motherfucker, say what one more goddamn time. What lawyer firm? I am Mr. Kobayashi. Kobayashi. Cinebdo, toute l'actualité du cinéma, C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. tous les vendredis à 18h30. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission qu'est Cinebdo. Nous sommes le 22 mars 2013, il est 18h33 et nous allons passer une heure de débat sur le cinéma. Les débats, voilà, des sorties, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est débattu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de pas beau à voir. Et cette semaine, j'aurai le plaisir d'avoir en ma compagnie Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Robin, bonsoir à toutes et à tous. Avec la voix grave cette fois, je lui ai pas enlevé la voix grave à sa à sa demande express. Max, bonsoir Max. Bonsoir Robin. Et Enzo, bonsoir Enzo. Bonsoir à tous. Alors ce soir un programme encore une fois chargé puisque dans les news de la semaine, Warm Bodies et un débat sur les films de zombies. Bon anniversaire Reese Witherspoon, une Drew Barrymore-like si on veut. Retour sur les films du box-office avec Le Monde Fantastique d'Oz, Japlou, Cloud Atlas, 40 ans de mode d'emploi et tous les films qui sont sortis et qui ont réussi dans le box-office cette semaine. Enfin la semaine dernière, la sortie de la semaine avec Warm Bodies, The Place Beyond the Pines et Au nom de la Terre, un documentaire qui sortira la semaine prochaine, mais vu qu'on est comme ça à Cinebdo, on va vous chercher les pépites. Sérivore chronique, car il est parfois difficile de commencer et de suivre une série, chronophage, addictive, passionnante, décevante, comment se motiver. Chaque semaine, notre équipe vous proposera une chronique qui, en 5 minutes top chrono, vous donnera ou pas l'envie de vous plonger dans le fabuleux monde du petit écran. Et aujourd'hui, on enquêtera avec Sherlock. La question de la semaine qui vous permettra de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou, 2 places pour, on le rappelle, toi et ta meuf, toi et ton mec, ou toi et Zombie Stouflex, le zombie personnel de cette gecko. Voilà, c'est fait, la petite vanne du début, elle est passée. Ça va messieurs, bonne semaine ? Très bonne. Jusqu'au moment de la blague. Ah, vous êtes salaud. Je partais sur ma bonne lancée de la semaine dernière. Non Tu avais dit que tu la referais justement. Hein, je renverrai vers les podcasts tout à l'heure quand on parlera du film. En attendant, on va passer tout de suite aux news de la semaine. Que s'est-il passé dans l'actualité ? C'est maintenant dans les news de la semaine. Les news de la semaine, et on va commencer tout de suite avec donc justement la sortie de Warm Body. Ça nous semblait être un bon moyen, un bon temps pour regarder un petit peu ce qui se passait dans la fameuse liste biaisée mais à la fois alléchante qui est la liste des films de zombies. Tandis qu'un Clodo qui vient de rentrer dans notre studio, Walid, je t'en prie, passe un petit coucou à nos auditeurs vidéo. Voilà, vous êtes auditeurs audio, et ben j'ai envie de vous dire, passez au premium, passez à la vidéo, parce qu'à la vidéo on peut voir Walid déguisé en Clodo qui fait des sourires à la caméra. Et moi je trouve ça beau. Restez en audio en fait. Ouais. Bon. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que là, évidemment, les films de zombies, il y en a eu plein. C'est les films qui ont un certain succès auprès d'une certaine frange de la population, généralement une frange de la population assez jeune. Et bah, on a tous nos petits préférés. Alors, des puristes qui vont te chercher du Romero à n'en plus finir. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il y a autre chose et qu'il y a peut-être d'autres choses à voir. Il y a les puristes du 28 jours plus tard, du zombie rapide. Il y a les puriste de beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire, voilà, du film de zombies marrant avec Shaun of the Dead. Il y en a plein. Il y a du Evil Dead pour les fans de Sam Raimi. Il y en a tout un tas. Des films de zombies. Justement, il y avait le Warm Bodies qui avait le mérite d'être un peu original, et c'est pour ça qu'on avait envie de le voir. On vous en parlera tout à l'heure. Moi personnellement, évidemment, on va commencer par les films de Romero. On les a vus, ça commence en 68. C'est vrai que Romero, c'est pas tout récent, et ça a eu la bonne idée de démocratiser un petit peu, enfin en tout cas de rentrer dans les mœurs de pas mal de jeunes réalisateurs d'aujourd'hui qui citent à chaque fois Romero. Et même, j'ai envie de vous dire, citer un film de zombies sans citer Romero, c'est un petit peu faire disgrâce à l'inventeur.
On verra tout à l'heure que The Warm Bodies n'a pas coupé aux références évidemment. Alors bon, ça commence en 68, les Nuits des Morts Vivants. Ensuite t'as la nuit des, t'avais Zombie qui reste le plus connu. Beaucoup de gens croient que c'est le premier. Donc Zombie qui est sorti en 78, qui était donc Dawn of the Dead, qui a connu un remake en 2004 par Zack Snyder. Donc ça a continué avec Le Jour du Mort Vivant, et c'est vrai que ces dernières décennies ça s'est un peu accéléré avec Le Territoire des Morts, Land of the Dead, Chronique des Morts Vivants, Diary of the Dead, et Vestiges des Morts Vivants, Survival of the Dead évidemment. Ces 5 films donc qui sont ultra importants, c'est vrai, et qui si les premiers ne font plus vraiment peur, et si les derniers sont un peu plus réalistes, mais là c'est pas vraiment, on s'effraie pas, nous, c'est les personnages, c'est la réaction des personnages face à la peur qui est intéressante dans les films de Romero. Dans les premiers films, c'est vrai qu'on a plus une critique de la société. On a une critique de justement des communautarismes, on a des critiques du consumérisme aussi pas mal, notamment je pense à Zombie notamment, où il se cache dans un centre commercial. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des films de Romero, ça a pullulé, on va dire. Et c'est vrai que les derniers, j'ai bien aimé les derniers dans le sens où ils apportaient un cadrage différent sur le regard sur la société. Land of the Dead, où on voit un petit peu l'évolution des j'ai envie de dire des déterminismes. Non, un zombie n'est pas forcément un être con et lent. Il évolue un petit peu, c'est vrai que ça change. On a ce côté évolution presque darwinien, j'ai envie de vous dire. Diary of the Dead qui se penche un petit peu sur la question de la vision des êtres humains eux-mêmes. Est-ce qu'on peut tout se permettre dans un monde apocalyptique? Est-ce que la morale est définitivement morte ou pas, ou même la morale est devenue zombie? Pour le coup, et c'est vrai que les 10 dernières minutes sont assez édifiantes à ce sujet, et pour moi ça reste le meilleur Romero, et paradoxalement, même s'il est en 2008, je sais, normalement le meilleur Romero ça devrait être ceux des plus anciens, parce que généralement les puristes, quand c'est ancien c'est bien, pas forcément. Moi j'ai trouvé qu'il avait apporté un petit vent frais sur le film de zombie et Survival qui est un petit peu plus classique. Messieurs, vous avez tous, il y a pas que des fans de zombies. C'est vrai que moi, c'est vrai que c'est assez affiché si vous suivez l'émission depuis quelques temps. Voilà, je suis un fan de films d'horreur. De quoi n'es-tu pas fan, Robin? De quoi je suis arrête de pleurer, Pénélope. Voilà. Ouais, mais là c'est normal. Ouais, voilà. Elle aussi, elle s'en fait bouffer le cerveau, mais c'est une autre histoire. J'ai eu peur, je sais pas. Non, attends, restons calmes. Voilà. Attends, ça fait, on est là, on est parti depuis 6 minutes. Mais moi, tu se calmes. Je suis chaud, Robin. Tu sais que 6 minutes, c'est mon climax, moi. Bon. Sans aller dans les exploits sexuels de chacun. Donc il n'y a pas que des fans, et je sais que les deux, Maxime et Max, donc, vous n'êtes pas forcément ultra fans des films de zombies. Pourtant, est-ce qu'il y en a un qui vous aurait marqué? Mais écoute, j'y repensais pendant que tu parlais. Alors moi, je me rappelle avoir vu Bienvenue à Zombieland déjà, qui lui m'a marqué, mais pas spécialement dans le bon sens. Ouais. Je te rejoins. Qui était pas, enfin voilà, qui était un peu une purge, quoi, parce que c'était un peu. Pourtant, il y avait quelques bonnes idées de montage. Je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait des lettres qui s'affichaient, enfin pas des lettres, mais des informations qui s'affichaient à l'écran pendant le montage, et c'était pas inintéressant. On en parlera tout à l'heure, parce que en tout cas, moi j'ai jamais vu avant la série dont je vais parler tout à l'heure. Je crois que c'est les réalisateurs de la série de Sherlock, donc, qui ont inventé le procédé. C'est possible. Oui, donc moi il y avait celui-là, et là je viens de repenser aussi à l'instant à un film. Alors le puriste de films de zombies que tu es va peut-être me dire que c'est pas totalement un film de zombies, mais je viens de repenser à Une nuit en enfer pour sa deuxième partie. Oui. J'aime bien en fait justement le fait que le film soit coupé en deux, et que parce que comme je suis pas un grand fan du film de zombies, il y a un peu des deux, il y a un peu du film road trip et un peu du film zombie. Pour rappel, on resitue Une nuit en enfer, c'est un des premiers films de Robert Rodriguez, le grand ami et acolyte de Quentin Tarantino qui joue d'ailleurs dans le film avec George Clooney, aussi une des premières apparitions, je crois, de George Clooney au cinéma. Et du coup, dans le même style, il y avait aussi Planète Terror qui était un hommage. Ça c'est qualifié clairement film de zombie, pas de souci. Qui était un hommage aux films de série B, donc comme les films de Romero, et pour le coup, ça c'était quand même des grands moments, parce que je pense que c'était la touche parodique et la touche hommage qui me plaisait plus que
plus que le fond zombie à proprement dit. Ouais. Max, pareil, t'as un autre film qui t'aurait marqué ? Ouais, bah, moi c'est vrai que moi non plus je suis pas un grand amateur de ces films-là. C'est juste le sujet qui m'intéresse pas tellement en fait. Hein. Je doute pas qu'il y en a qui doivent être très bons. Ouais, bah moi j'ai vu le tout premier Romero, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on en parlait en off il y a un instant. Ça a mal vieilli. Voilà, j'ai l'impression qu'il mange du poulet, moi. Ouais, non, mais c'est l'impression qu'il y a des fantomas partout en fait. C'est assez ça. drôle. C'est en fait parce que c'est bleu, ils sont bleus, ils sont bleu pâle mais ils sont bleus. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après quand on est fan de ce genre de film, c'est vrai qu'il faut quand même le voir par principe. Ouais, voilà, pour avoir bonne conscience. Après, il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est Je suis une légende, qui est sorti il y a quelques années. Bon, j'avais plutôt bien aimé, même si j'avais trouvé peut-être un peu long. J'avais plutôt bien aimé. J'aimais bien l'idée, disons. Ouais. Et puis ça avait enfin, pour quelqu'un qui est pas à fond sur les films de zombies, ça avait le mérite de pas le bombarder. C'est-à-dire que c'est ça, il y avait trois petits. C'était plus de la suggestion en plus les zombies, vu que c'est des zombies rapides, t'en as pas énormément. Bon, c'était plutôt pas mal. Il y avait des flashbacks, voilà, des retours sur son histoire perso. C'est pas que perdu, quoi. Ils sont pas tous perdus. Ça. Ouais. Sinon, je pensais peut-être à un autre film, pareil quand tu parlais. Tu vas peut-être me dire que c'en est pas un, je sais pas si tu l'as vu. C'est Fog. Fog, ça me dit quelque chose, c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique, c'est dans le brouillard. Ouais. T'as des zombies qui se promènent dans le brouillard, en gros. D'accord. Bon, c'est un film qui a plutôt mal vieilli, hein, je te le cache pas. Mais... C'est un documentaire sur le bois de Boulogne, non ? T'y vas souvent. Ouais. Bon voilà, il y a celui-là éventuellement. Après, j'en ai pas tellement qui me viennent à l'esprit. Ouais. Enzo, peut-être un peu plus d'autres choses à préciser ? Bon, pareil, moi je suis pas très fan, si ce n'est pas du tout d'ailleurs. Mis à part comme Maxime, c'est vrai que dès qu'on rajoute une autre composante au film de zombies, ça devient tout de suite plus intéressant pour moi. Donc soit la parodie, l'hommage, ou même quand on travaille un peu l'image et tout ça. Après, c'est vrai que ce qu'on en fait souvent au cinéma, je suis pas très fan. Mis à part quand on rajoute. C'est un rajout. C'est l'aspect peut-être survival qu'on peut rajouter parfois, où on s'intéresse à la psychologie des gars. En soi, pour ça, pour la psychologie, je pense que tu peux difficilement mieux faire que 28 jours plus tard. Oui, voilà. De Boyle. Après, les deux autres, c'est vrai que Semaine et moi, c'est un peu plus dans le film de zombie un peu classique. Alors voilà, c'est plus Danny Boyle, donc c'est vrai que pour le coup il a eu le mérite d'apporter quelque chose véritablement. C'est vrai que en fait à vous entendre, c'est vrai que vous avez besoin d'un fond. S'il y a que du zombie, ça vous intéresse. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que souvent les histoires tournent en rond. Oui, ça bien sûr. On n'est jamais surpris, c'est-à-dire que la première personne qui va être filmée, on sait très bien que c'est celle qui va éradiquer. La plupart du temps. Tu dis ça alors que t'es fan des comédies musicales. C'est vrai, mais j'y vais pour autre chose en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça. C'est que t'as différentes attentes. Mais comme le zombie. Oui. En tout cas, oui. S'il y en a 2-3 quand même. Alors c'est des connus, mais s'ils sont connus, c'est pas pour rien, mine de rien. Après, je vais pas vous plonger dans les films de zombies, des trucs faits un peu à l'arrache. Enfin, des fois, ça se voit. Voilà, c'est le téléfilm du film de zombies. Tu sens. Non, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc ça sert à rien de faire. Voilà, si on parle, même pour moi, la partie du Evil Dead 3, bon, c'est pas terrible. T'as les House of the Dead qui sont pas non plus vachement bien. Généralement, ça appelle beaucoup de suite ce genre de film. Bon, ça cache un petit peu le fait que c'est assez cyclique. 2-3 qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Le premier Rec en espagnol, qui reste assez énorme quand même. Notamment pour les 20 dernières minutes où je défie quiconque de pas se chier dessus, simplement. Pour les dernières 20 minutes, c'est très très bien filmé pour le coup. Et ça montre encore une fois l'amour des Espagnols pour les bons films d'horreur. Ils en sortent pas souvent, mais ils en sortent des bons. Donc Planète Terror, on en a parlé. Évidemment, mon petit protégé, bon, quand tu fais un film d'horreur anglais, quand tu fais un film d'horreur anglais avec beaucoup d'humour anglais, tu m'achètes. Avec tes acteurs préférés. Avec mes acteurs préférés, tu m'achètes un petit peu. Bon, Shaun of the Dead, évidemment, qui reste un must. Même à voir avant les Romero, tellement ça vous donne les clés pour comprendre les films de zombies. Je pense c'est un hommage, c'est un genre de résumé où ils apportent quelque chose d'autre. C'est vraiment exceptionnel. Il y a des super vannes, etc. J'en ai déjà parlé, donc je m'étale pas dessus. Il y avait aussi un film anglais qui s'appelle Doghouse. Alors là, pour le coup, je l'ai vu. Alors, que en penser, c'est assez compliqué. En gros, c'est 10 bandes de potes qui vont dans le village de leur enfance, histoire de défoncer la gueule à la bière. Et ils se rendent compte qu'il y a une contamination par la lessive et toutes les femmes sont devenues zombies et traquent les hommes.
Voilà. Et donc c'est ultra sexiste. Non, vraiment. Du style, bon, il lui donne un grand coup de batte, et traverse 3 murs de la maison, retourne à la cuisine, salope. Ok, ça marche. Mais alors, j'espère que ça a été fait au 3e degré. Si ça a été, c'est un grand film. Si ça n'a pas été, ça reste un film entre bonnes grosses coucouilles toutes pleines. Voilà. C'est mignon. Voilà. Bon, évidemment, je vais pas. Il y en a tellement. J'ai une liste là. Chopé sur internet. C'est vrai qu'on disait en off, on parlait aussi en série de Walking Dead qui a fait un carton depuis 3 ans et pour le coup, voilà, sa spécificité c'était justement que l'histoire peut nous surprendre à tout moment puisque les survivants peuvent mourir, qu'ils soient acteurs principaux ou pas. Ouais. Enfin, quoique, si tu regardes, il y a quand même il y a quand même une règle, c'est qu'à partir du moment où il y a 3 noirs, il y en a un qui meurt. Je te jure que si tu regardes, il n'y a jamais plus de 2 noirs dans l'équipe. C'est impressionnant. Il y en a un qui arrive, tu sais qu'il y a un black qui va mourir. Et ça s'est vérifié dernièrement. Je vous spoil rien, c'est comme ça. C'est voilà. Maxime, t'avais une question. Oui, je voulais rajouter aussi qu'on parle assez souvent de jeux vidéo ici quand même, et revenir sur les films Resident Evil qui aussi sont assez mauvais. Et je voulais juste conseiller, à quelques-uns que ça pourrait tenter, continuer à jouer au jeu plutôt qu'à regarder les films. Enfin, pas aussi. Quoique, pas au dernier. Après le 4, arrêtez-vous. On fera une section jeux vidéo, je pense. Ça sera très bien. On fera une émission après. Voilà. En tout cas, ouais, c'est dommage que Silent Hill soit pas proprement parlé un film de zombies parce que pour le coup, c'est un super film d'horreur et c'est une des meilleures adaptations qui soit de jeux vidéo. On enchaîne tout de suite avec le bon anniversaire de la semaine. Un bon anniversaire que vous ne connaissiez pas ou peu, messieurs. C'est Reese Witherspoon. Donc une actrice née en 76 américaine évidemment, dont les films les plus marquants, pour moi reste le rôle de la femme de Christian Bale dans American Psycho, mais bon dans La Revanche d'une blonde ça reste quand même Sex Intentions qui était donc le remake du livre qu'on a tous lu en L, je sais plus les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, voilà. J'étais passionné en L moi déjà. Bon, en tout cas, il y avait ça. Récemment, elle s'est illustrée dans Target. Bon, c'est vrai que c'est pas une grande actrice, mais elle a fait entre 2001 et 2005, c'était la reine de la comédie romantique. C'était juste pour faire un petit coucou à Reese, qui s'en est pris d'ailleurs plein la gueule dans à peu près tout, parce que évidemment après La Revanche d'une blonde, qui était pas déjà un film ultra intellectuel, mais qui avait le mérite d'exister. On a fait d'autres qui n'avaient pas ce mérite-là, malheureusement. Notamment, La Blonde contre-attaque, donc qui est littéralement Legally Blonde 2. Voilà. Il y avait Vanity Fair aussi qui était assez mauvais, en tout cas pour ma part. Dans De l'eau pour les éléphants aussi, moi je l'avais vu. Ah oui, c'est vrai. C'était pas un grand film, mais c'était pas non plus une cata. C'était pas affreux. Écoutez messieurs, on a fait le tour des news, on va passer au box-office. Et maintenant retour sur la semaine passée avec le box-office. Le box-office, messieurs, et on commence tout de suite. Donc c'est le box-office évidemment de la semaine dernière, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un box-office, hein. Donc je rappelle, c'est pas ce de mercredi-là vu qu'on n'aurait pas les chiffres en entier. En tout cas, le box-office commence fort. C'est une très belle semaine de cinéma. Et en premier lieu, avec peu d'étonnement, Le Monde Fantastique d'Oz, première semaine, près de 800 000 entrées pour 620 copies, donc grosse pub, grosse entrée. Un film que vous avez été plusieurs à voir, messieurs, notamment je crois qu'il y a 2 Maxime qui y sont allés. Donc mine de rien, c'est le dernier film de Sam Raimi, qui avait fait Evil Dead. J'aurais dû faire une transition, pardon c'est messieurs. Avec James Franco qui est décidément partout et dont le fifi c'est d'ailleurs dans Warm Bodies, Mila Kunis qui a toujours un nom aussi rigolo, Rachel Weisz qui a un nom toujours aussi allemand, Michelle Williams et Zach Braff qui était dans Scrubs. Voilà. Donc un film que vous avez vu en 3D ou pas? Non. Ouais, alors très bien. Je l'ai vu en VF et pas en 3D. VF pas 3D et ici on a VF 3D. Allez, fight. C'est parti. Alors messieurs, pitcher rapidement s'il y a quelque chose. Ah Maxime, t'as pas été conquis. On va commencer par toi. Non, c'est juste que je m'en rappelle quasiment plus. D'accord, ça t'a pas marqué? C'était nul? Écoute, non, c'est... T'es-tu accompagné?
Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, en fait, le problème, c'est que déjà, l'histoire se place avant le Magicien d'Oz du premier du nom qui était sorti dans les années 30 de Victor Fleming, qui reste un très très grand film classique du cinéma hollywoodien. Et donc un préquel à un film qui n'a pourtant pas une histoire qui méritait réellement un préquel non plus. Ils ont plus d'idées à Hollywood. c'est ça, ce qui donne malheureusement une histoire assez téléphonée, assez écrite, même si c'est ce que... Enfin, moi, ce qui m'a gêné, déjà, c'est les appellations des personnages, c'est-à-dire la méchante sorcière se bat contre la gentille sorcière. Bon, soit. Après, faut replacer le contexte aussi. C'est quand même un film pour enfants. Ouais. Clairement, il n'y a pas de. Clairement, il n'y a pas à chier. La meilleure partie du film pour moi reste le générique de début, qui en 3D était vachement bien foutu. Voilà. Bon, c'est triste d'en avoir retenu que ça. Il y a quand même quelques passages où, notamment grâce à la 3D, grâce à de bons effets spéciaux, on peut ne pas s'ennuyer, mais relativement la grande majorité du film, c'est-à-dire les péripéties, pour moi, ont été d'un ennui assez frappant. Voilà, l'introduction est assez sympa, la conclusion assez bien réalisée, parce que je ne veux pas dire que scénaristiquement ce soit intéressant, mais c'est suffisamment bien réalisé au début et à la fin du film pour pouvoir être intéressant. Ceci dit, voilà, les péripéties sont trop déjà vues, sont déjà trop vues, ou peu importe de l'ordre des mots. Mais voilà, ça s'adresse aux enfants, et je pense que ils seront ravis puisque eux n'ont déjà pas tout vu. Décidément, c'est compliqué. Évite le déjà. Tu crois que ça vient de là? Ils n'ont pas encore tout vu. Ouais, par exemple. Voilà, ouais, nickel. Max, tu as déjà d'autres propositions à nous proposer? Bah déjà, je l'ai vu en VF et pas en 3D, donc je ne jugerai pas le jeu des acteurs. Parce que la VF, forcément... Ça biaise. Ouais, voilà, la VF... même si on essaye de passer au-delà de ça... Dialogue et qualité de jeu d'acteur, Je pense que, ceci dit, Franco en VO doit être pas trop mal, puisqu'il est assez rigolo quand même en VF au début. Voilà. Toujours mieux que dans Spring Breakers. On en parlera. Ouais, après, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, bon, je tirerais moins dans les jambes de ce film parce que moi je me mets dans l'idée que c'était un Disney destiné aux enfants. Donc c'est vrai que le côté méchante sorcière, gentille sorcière, bon, je m'y attendais. Il y a un petit coup de théâtre auquel je m'attendais, donc pour moi c'est pas vraiment un coup de théâtre du coup. C'est vrai que le côté gentil, méchant, ça me fait penser au sketch des Inconnus, les Bioman. Ouais, je suis le méchant, je veux tuer la gentille. Bon, c'est un petit peu ça. Si c'est pour enfants, bon, tu pardonnes un peu. Oui, voilà, c'est pour ça, donc je n'en tiendrai pas rigueur. C'est vrai je ne l'ai pas vu en 3D, mais en 3D, ça doit être quelque chose d'assez... Moi, je pensais que ce serait quelque chose d'assez bien, et puis, bon, d'après ce que tu me dis, c'est pas extraordinaire. Ok, d'accord. Il n'y a rien de fantastique. Bon, après, je n'ai pas vu Le Magicien d'Oz. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un préquel? J'en sais rien. Bon, c'est à l'image du cinéma de nos jours. On fait des préquels pour un petit peu tout, aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Pour moi aussi, ce qui est triste, c'est que ça reprend le concept du vrai Magicien d'Oz, enfin du Magicien d'Oz original, où on passait déjà, j'ose le replacer, où on passait déjà du noir et blanc à la couleur dans le film. Et donc là, c'est pareil, il y a un moment où ça passe du noir et blanc à la couleur, c'est pour signifier qu'on passe du monde réel au monde fantastique, on va dire. Et c'est assez triste que presque 70 ans plus tard, ça soit moins bien fait que dans la version originale. Donc c'est la transition ou c'est la transition est mal
en fait, elle se fait un peu dans celui-là, elle se fait un peu cut, on va dire. Ça se fait d'un plan à l'autre sans trop prévenir. Donc on comprend un peu, enfin on comprend pourquoi quand on y est habitué. Mais la transition dans le véritable magicien, dans l'original Magicien d'Oz était assez extraordinaire, puisque en plus, pour citer une petite anecdote, voilà, si vous avez le plan en tête, c'est un espèce de travelling qui passe de l'intérieur de la maison de Dorothy à travers une porte jusqu'au monde fantastique. Et comme la caméra à l'époque était en pellicule, il pouvait pas faire une transition comme toi tu pourrais faire sur ton logiciel de montage, passer d'un clip en noir et blanc à un clip en couleur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont utilisé une caméra couleur dès le début et ils ont peint toute la maison de Dorothy en noir et blanc pour pouvoir faire une traversée assez géniale et un moment assez grandiose. D'accord. Voilà. Je salue la technique d'il y a 70 ans. Ben voilà, on a des petites anecdotes. Après, je pense que c'est un film qui plaira aux enfants. Hein. Certainement. Il y a tout un univers, donc à mon avis, ça va leur plaire. Hein. Ça va. Voilà. Deuxième, Japlou, qui dans sa première semaine fait 760 000 entrées. Je savais pas qu'il y avait autant de cinéma dans l'Ouest parisien. Bon. En tout cas, donc c'est un film que tu avais plutôt apprécié. Ouais, bah, je suis content pour lui. Ouais. Moi, j'en garde un bon souvenir. Ouais, voilà, c'était un film qui arrivait bien à faire ressortir les émotions. C'est surtout ça qui m'avait marqué. C'était pas un film où on s'ennuyait, c'est-à-dire que c'était pas un scénario plat auquel on pourrait s'attendre. Donc, bah voilà, bravo. Hein. Ouais. Bah tant mieux, écoute, oui, ça fait plaisir. Troisième, 20 ans d'écart en deuxième semaine qui fait 400 000 entrées, donc sur la lancée qui arrive à 840 000 au total. Bah, une petite comédie qui a d'ailleurs j'ai regardé après, qui a eu de bons petits échos dans la presse par rapport à une comédie de ce type. Donc voilà, que je conseille, qui est assez léger, j'ai déjà conseillé à plusieurs personnes de mon entourage. Si, faut pas en avoir vu des tonnes avant, sinon voilà. Mais si ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite comédie roman, voilà, un peu légère française, bah ça détend, ça dure pas trop longtemps, c'est très bien. Quatrième, Boule et Bill en troisième semaine à 300 000 entrées pour un cumul à 1 700 000. Là par contre je ne comprends pas. Voilà, donc là, mais je vous avais dit que c'était mieux que Spring Breakers. Tous les films que tu vas voir sont premiers au box-office. Ouais, non mais oui, c'est vrai que Maxime, t'as un petit don. Voilà, tu sens les choses. Je sais bien les choses. Donc bah tu conseilles absolument pas, évidemment. Non. Même pas pour essayer. Même pas pour essayer. Pour les enfants, je suppose que tu diriges quand même vers Oz plutôt. Oui, bah oui, voilà, tant qu'à faire, oui, bah oui, bien sûr. Ouais. C'est incroyable. Je crois qu'il va avoir fait presque plus d'entrées que un film comme Marsupilami ou peut-être même Astérix à la fin. En fait, je sens que ça va être le film rentable de l'année 2013. Ouais, c'est dommage. C'est triste parce que ça va faire effet boule de neige et sans les jeux de mots, c'est pas voulu, mais ça va faire un effet comme ça qui va entrer. Ah bah tiens, ça marche, on va faire pareil. On va se taper Gaston Lagaffe en film. Oh non, ça serait dommage. Ah ouais, non. Pourquoi pas? Ah ouais, non mais oui, pourquoi pas. Ça dépend pas, mais pas comme un sketch. Oui, pourquoi pas. Un film en sketch, ça peut être sympa. Mais ça n'existe plus. Voilà, et puis Franquin est mort, donc on va pas pouvoir donner son veto. Cinquième, au bout du compte. Bien joué pour Boule et Bill. Son veto aussi. Non. Oh, non, j'étais pas. Non. Oh, ok, ça aussi, c'était une liaison dangereuse. Cinquième, au bout du compte, deuxième semaine, 300 000 entrées, 600 000 en total. Donc, bah, je pense qu'il va passer entre les mailles de nos filets d'experts. Malheureusement, j'avais bien envie de le voir. Quand même, un Jaoui Bakri, ça se refuse pas normalement. Là, le planning chargé, bon, bah, on pourra pas vous dire. Allez-y, envoyez des pigeons voyageurs à Radio Rec. Et on s'empressera de faire... Ça fait peur, les pigeons. Oui, voilà. On rappellera que Maxime a en horreur les pigeons. Voilà. C'est peur devant les oiseaux d'Hitchcock? Non, pourtant pas. Non. Par contre, les pigeons de Jean-François Berléand, affreux. Sixième, Hansel et Gretel Witch Hunters en deuxième semaine qui fait 300 000 entrées. Un petit cassage de gueule quand même pour un film qui avait été médiatiquement...
un peu enfin pas encensé, mais qui avait été très présent. Ouais, mais je pense que c'est pas plus mal. Ouais, tapageur, exactement. C'est pas plus mal. Bah, je sais pas. Écoute, le réalisateur avait fait un très très bon film de zombies. Tiens, c'est un réalisateur qui nous vient du Nord. Je veux pas dire c'est danois, suédois, norvégien, scandinave quoi. Voilà, c'est ça. Il avait fait Dead Snow, donc Dead Snow, une espèce de gens qui vont, de gens qui vont au ski. Enfin, les Norvégiens qui vont au ski, super, c'est vachement bien. Et le truc, c'est qu'ils se font attaquer par des zombies nazis. Voilà. Et juste ça me rappelle quelque chose, ça d'ailleurs. Voilà, bah c'était un film s'appelle Dead Snow que malheureusement j'ai dans ma bibliothèque. Il est là, il est devant. Ça fait longtemps, mais je passe à chaque fois à côté. Donc c'est pour ça que c'est un film qui a été assez encensé. Puis à la bande-annonce ça donnait pas vraiment envie. Ouais, si c'est pour faire comme Blanche-Neige et le chasseur. Ça ressemblait vachement. Blanche-Neige et le chasseur version. Ça ressemblait plutôt à Abraham Lincoln, je trouve, chasseur de vampires. Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais que tu parlais du film de Spielberg. Ouais. Non, oui, c'est vrai que voilà, ça avait un côté, bullet time, n'en plus finir. Bon. 7ème Cloud Atlas en première semaine, 200 000 entrées. On rappelle que une analyse détaillée de Cloud Atlas est disponible sur le site de Radio Rec, radio-recc.fr, la section podcast dans le Cinebdo du 15 mars 2013. Je fais 22-7 super rapidement dans ma tête quand même. Donc du 15 mars 2013 et donc un film qu'on avait plutôt bien aimé, même dont la longueur était pardonnée par justement la multiplicité de ses narrations. Voilà, moi ça m'avait plutôt bien plu, un film qu'il fallait revoir. Quelqu'un a eu le temps de le revoir ou pas? Malheureusement pas encore. On attend, il sortira un temps, enfin dans pas longtemps en tout cas, en Blu-ray aux États-Unis, donc l'occasion de le télécharger. Non, de l'importer. On a dit importer. Importer, voilà, c'est télécharger, importer. Ceci dit, 200 000 entrées sur 160 copies, oui, c'est pas mal. Ah ouais, je pense que c'est un film qui avait son public déjà, qui était averti, qui avait envie d'aller voir ce genre de film. Ça vend quand même du Wachowski. On avait eu voilà, c'était... Allez Robin, non. allez. Non, je vous reporte au Cinebdo du 15 mars 2013. Voilà, c'est dans les 5 premières minutes. Allez-y juste pour la vanne. Voilà, juste les 5 premières minutes. Après, nous on s'en fout. Voilà, voilà exactement. Pour la vanne. J'allais dire allez-y pour la question, mais non, elle est plus bonne vu qu'on vous la posera une nouvelle en fin d'émission. 8ème Mobius qui arrive au million. Pour un film de ce calibre, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, j'avais plutôt bien aimé ce film, qui était intéressant, je trouvais. Le duo Dujardin Cécile de France marchait bien. C'est vrai que c'est un film qui était assez complexe parce que film d'espionnage avec plusieurs réseaux d'espionnage, donc CIA, KGB, enfin ex-KGB, services français, je sais plus le nom des services français secrets. DGSE, très certainement. Mais c'est secret de toute façon, ce genre de truc qu'on connaît pas très bien. Mais en tout cas, c'était assez complexe. Mais du moment où on est averti, je pense que ça pose pas vraiment de problème. Et c'est un film que j'avais plutôt bien noté. Et je pense que vous aussi, messieurs. Un film sans prétention quand même. Ouais, à voir, mais peut-être pas au ciné. Ouais, voilà. Ça fait très téléfilm du jeudi soir. T'es dur. Téléfilm policier. Pour moi, ça est Julie Lescaut. Oui, je le dis. Non, c'est bien réalisé. C'est juste, c'est pas super bien écrit, mais voilà. C'est ça. Avec un Dujardin qui forçait pas son talent. C'est ça. Comme les autres. On revient pas dessus. 9ème Spring Breakers en deuxième semaine, 470 000 entrées, qui par rapport à son nombre de copies s'en sort pas trop mal, mais pas super bien non plus. Ça commence à se casser la gueule, je pense. Ouais, il va être victime de son mauvais bouche à oreille. Je pense qu'il va être victime voilà, il va être victime de sa mauvaise critique spectateur plutôt que sa mauvaise critique presse. Évidemment, quand tu te rends bien compte que c'est pas du cul tout le temps et qu'il y a un fond, les gens ils veulent plus aller parce que de toute façon ils vont pas trop comprendre. Non mais entendu, je généralise, c'est pas vrai, mais non mais c'est pas un film populaire, ça me rappelle un autre film qui était vendu comme un film populaire et les gens s'en mordaient les doigts alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Ça me rappelle Steak, voilà, de Quentin Dupieux que je défendrai jusqu'à ma mort, voilà. Mais juste pour signaler que des quelques échos que j'en ai à ce que j'en sais, c'est un des films qui connaît le plus de sorties de salle du moment. Ouais, parce qu'il y a vraiment. C'est intéressant ça. Ouais, c'est vachement.
c'est presque pari réussi pour le réalisateur, puisque c'était un peu son but. Mais... c'est même surprenant, je trouve ça surprenant. Après, je pense qu'ils sont... Moi non, je trouve pas ça surprenant. Alors, juste pour revenir un petit peu, Max, t'avais pas du tout aimé ce film, en 3 arguments, en 3 points. Plus de gros plans sur des seins et des fesses que sur des visages. Des actrices sélectionnées avant tout, évidemment, pour leur plastique que pour leur capacité à émouvoir le spectateur. Et pas d'histoire. Voilà. D'accord. Maxime, toi, d'autres mêmes arguments, mais en contraire ou t'as d'autres choses quand même. T'as d'autres arguments. Ouais, super montage, ancré dans son temps et James Franco. Et James Franco. Moi, j'ajouterais juste film générationnel. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'entendais dans son temps. Voilà, je pense aussi. Mais quand bien même la génération ne dure plus qu'1 an parce que tout va plus vite. Donc, bon. 10e Die Hard qui arrive à 1 700 000, à savoir autant que Boulet Bill, avec une semaine en plus. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais il a moins de copies pour sa défense. Ouais, voilà, voilà, merci. Je sens que t'as vite cherché. Tu t'es agrippé à quelque chose. Je l'ai trouvé. Voilà. On peut signaler 40 ans mode d'emploi qui peinait à trouver son public, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de copies, mais quand même 125 000 entrées, c'est pas énorme. Et Hôtel Transylvanie qui arrive sur le 1 600 000, en déplaise à Enzo. Messieurs, je vous propose une petite pause musicale. On va se détendre un petit peu vite fait et écoute, on se rejoint dans 4 minutes. C'est parti ? Avec plaisir. Allez faire pipi. À tout à l'heure. Rules are like decree. I know you're trying to live when love is lost, when a friend.
doing here? Radiohead. La radio étudiante. Oui, non, j'aime bien la finir à la bouche, celui-là. Je suis un petit peu comme... Merde. Ah. Oh non. Oh, vous abusez, là. Oh, non. Là, vous allez trop loin. Là, messieurs, je vous annonce, vous allez beaucoup trop loin. Bon, en tout cas, c'est reparti. Cinébdo, on enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. La pause est finie. Place aux analyses des sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, et on commence tout de suite par Zombie malgré lui, ou Warm Bodies, voilà. Donc un film réalisé par Jonathan Levine avec Dave Franco. C'est vrai en plus, mais bon, il joue un tout petit rôle, hein, avec Nicolas Hoult surtout, et Teresa Palmer qui ressemble beaucoup à Kirsten Stewart mais en blonde. Voilà. Tout est dit sur un film, je pense que vous avez entendu parler. Sinon, le pitch est assez simple. C'est un film donc de zombies, sauf que on s'intéresse à un zombie qui s'appelle R, puisqu'il se souvient plus de son nom, qui va tomber amoureux d'une jeune fille qui est la fille du groupe de rescapés humains, donc la fille du chef, USA quoi. aussi. Hein USA aussi. USA aussi, hein, oui, bien sûr, bien entendu. On reste dans l'univers des États-Unis, ça reste très très américain tout ça. Mais en tout cas, donc c'est un gentil zombie donc qui décide d'arrêter de manger des gens et de changer et de redevenir humain. Donc une comédie romantique zombiesque. Voilà, je pense que ça se définit comme ça. Et évidemment, l'idée est vachement bien, puisque ça prend à contre-pied tout le raisonnement du film de zombies. Donc finalement, c'est le mort qui a peur des vivants. Ça s'exprime plein de fois tout au long du film, qui aspire à en devenir. Et au vu de la bande-annonce, on était tous un peu réservés parce que d'un côté c'était une bonne idée et de l'autre côté la bande-annonce avait pas l'air terrible et ça s'est confirmé. Alors c'était pas non plus affreux, mais pour moi, je vais exprimer mes arguments. Je pense que c'est un film qui est léger dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, et qui prend les qualités du bon sens et les défauts du mauvais. Alors quelles peuvent être les qualités d'un bon film léger? Justement, c'est que ça se prend pas vraiment la tête. On garde un petit peu ce côté drôle. Il y a un côté enfantin dans le personnage qui est plutôt sympa. Il y a 2-3 vannes qui sont pas trop mal. Après, c'est pas un film à vannes non plus. On n'est pas sur du Shaun of the Dead, on n'est pas sur de la punchline. C'est des petites situations, et pour le coup, ça se rapproche vraiment plus de la comédie romantique plutôt que de la comédie. On n'est pas sur du gag, voilà. Donc ça peut être, c'est plutôt plaisant à voir, ça dure 1h45. En quoi c'est pas très bien? Alors déjà, niveau film de zombies, je trouve que les zombies en eux-mêmes sont pas vraiment terribles, et les prestats des acteurs et des figurants sont pas exceptionnels. J'ai pas été... Tu sens que t'as ce côté zombie light un peu... c'est pas vraiment pour ne pas effrayer les gens, parce que évidemment t'as les bons zombies et les mauvais zombies. Le mauvais zombie, c'est un mec tout osseux, tout crade, qui est moche. Le beau zombie, c'est un zombie qui a à peu près l'espoir de redevenir beau un jour. Donc on est sur du déterminisme un peu esthétique. C'est vrai que c'est pas super agréable de la part d'un film de zombies. Généralement, il y a toujours un petit coup sur la société avec les films de zombies. Là, tu le retrouves pas vraiment. Et surtout, en fait, c'est au niveau pas vraiment de la réalisation, parce que la réalisation, elle est plutôt propre en soi sur les cadrages, mais sur la mise en scène et le montage. Et alors là, quand on décernait la palme des meilleurs monteurs pour Spring Breakers tout à l'heure dans Warm Bodies, je pense, je ne sais pas si vous connaissez, messieurs les spectateurs, et mesdames les spectateurs, et mesdemoiselles les spectatrices,
Quoi qu'on a plus le droit de dire mesdemoiselles. Bref, mais je sais pas si. On s'en fout. Non, c'est important. Mais bref, c'est un autre débat. Je sais pas si vous connaissez l'émission Faux Raccord sur Allociné. Vous savez, je regarde qui tout le prend temps. un petit J'adore. peu. Voilà, c'est très très bon. Vous savez, ça vous prend des trucs, des glaces, des machins, des jeux de miroirs, et même des mecs qui passent devant l'écran, des figurants qui sont en fait des preneurs son. Bref, c'est assez sympa. Et ben, je pense qu'il pourrait faire une émission qui est plus longue que le film en lui-même. C'est vraiment niveau montage. C'est dans la continuité, il y a tellement de fautes. Enfin, je veux dire, les mecs qui rentrent dans une tente, contre-champ, et ils se retrouvent dans un bunker alors qu'ils sont dans la continuité. Tu vois bien que c'est une continuité. Hein. C'est-à-dire que ils commencent à rentrer dans la tente et ils se retrouvent dans un hangar. Bon. Et ellipse spatiale, ça marche. Non, c'est pas une ellipse spatiale. La script était en vacances. Non, mais le monteur était vraiment endormi. C'était pas possible. C'était vraiment pas terrible. Et donc du coup, bah ça plus les zombies qui sont pas trop crédibles. Et des fois c'est pardonné parce que c'est pas vraiment le but du film, mais ça aurait été un vrai film de zombies, il se serait fait découper comme pas possible. Je veux bien le rendre un petit peu plus démocratique, on va dire. L'ouvrir vers de nouveaux groupes de spectateurs, mais faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. C'est très mal monté et du coup bah ça tu ressors. Enfin, j'étais pas spécialement. Je l'ai vu, j'ai eu le mérite de l'avoir vu. C'est vrai que c'est un film pour le coup, pour l'idée quoi. Pour l'idée. Après, chacun se fait son idée dessus. Et c'est vrai que peut-être que les défauts de réalisation que moi j'ai vus, on le verra avec Max. Je sais pas s'ils sont passés. Peut-être que pour d'autres, ils ont pas forcément fait attention. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment trop. Et pour le coup, bah, je pense que ça perd le côté public de fans de zombies parce que bah c'est pas assez rigoureux, on va dire, sur la forme, et ça perd le côté spectateur lambda parce que c'est pas assez profond sur le fond. Et donc dans ça, bah le film, tu le notes 10 sur 10 et tu lui mets moins pour les zombies, moins pour l'histoire qui est pas vraiment géniale, moins pour certaines prestats d'acteurs qui sont clairement lâches. Moins pour le cadrage, moins pour le montage, pardon, moins pour les musiques de rock indé en permanence, ça m'a saoulé. Enfin, voilà, je pense que t'as eu toutes les musiques de Teenage qui sont passées. Je pense pas que ça avait quelque chose à se foutre là, voilà. Bon, c'était assez. Donc au final, le film, bah, il a 4 sur 10 parce que tu lui as enlevé 6 points alors qu'il partait d'une super idée. En fait, c'est plus la déception d'une super idée qui a mal tourné, quoi. Alors Max, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, des compléments. Des compliments, bah pas tellement en fait. Ouais, c'est vrai que je suis quand même assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'au départ c'était une bonne idée. Hein. Ah, c'est une super idée. Pour ça, au début je me suis dit ouais, ça peut être pas mal, ça peut être rigolo. Et le problème là, c'est que c'est pas rigolo. Moi, je m'attendais vraiment à une comédie. C'est ça. Et comme tu as dit, c'est plutôt une comédie romantique. Hein. Ouais. Ouais, donc voilà. Il y a pas de vanne. Il y a une vanne qui m'a fait marrer. Il y a une vanne. On la sortira en off. Je pense que c'est la même. Genre le milieu du film. Mais je sais pas si c'est la même, mais il y en a une qui m'a fait marrer. Voilà, il y a une ou deux, mais c'est vrai que des punchlines, il y en a pas. Hein. Il y en a vraiment pas. Non, vraiment, là, j'en attendais, et puis non, il y en a pas eu. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus un jeu d'acteur exceptionnel. Ouais, tu parlais des erreurs de montage, tout ça. J'ai pas vraiment prêté attention à ça, mais c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, c'est nul. Il y a rien. Il y a rien. Les zombies, enfin, je sais pas. C'est vraiment contenté du minimum. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, bah après j'ai pas tellement accroché. Bon, pour le côté les musiques, je pense que l'idée était peut-être d'apporter un côté léger, comme tu disais. Mais après, bon, c'est trop quoi. Il y a la première partie du film, il y en a toutes les 2 minutes. En fait, c'est vrai. Après, il y aurait eu des vannes derrière. Ouais, je pense que ça serait passé. Exactement. Le problème, c'est qu'il y en avait pas, et donc voilà, bon, le film est passé sans trop me déranger non plus. Hein. C'est pas une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, loin de là. Mais bon, voilà, c'est pas je suis pas expert de zombies, hein, mais c'est pas non plus un film que je conseillerais si vous voulez regarder des films de zombies. Voilà. Le truc, c'est que du coup, je trouve que ça plombe un peu l'idée parce que t'as l'impression que le film part d'une super idée et de la plombe complètement. Et si tu reprends la même idée, tu vas être taxé de pomper le scénario de ce truc-là. Alors que tu veux peut-être justement juste en faire un truc mieux et plus adapté à ce qu'un fan de zombies, et même j'ai envie de dire un mec qui aime bien les films un peu drôles, parce que c'est pas
c'est trop léger quoi. Au final, un film qui voulait réunir deux univers un peu opposés comme la comédie romantique et le film de zombies. Enfin, on imagine bien pouvoir aller voir ce film en couple ou il y avait que des couples moi, dans la salle. Moi aussi de mémoire il y avait que des couples. Finalement se perdre les deux publics quoi. A priori, si on en croit vos dires. C'est ça. Et puis du coup, enfin ça perd complètement. Le scénario est plat. Oui, je me suis ennuyé. Hein. Ouais. 1h37, heureusement que ça durait pas plus longtemps. Hein. Ah ouais, mais moi en fait je pensais que ça durait 1h47 et quand ça s'est fini 10 minutes avant, j'étais là, oh bah génial, j'étais très content. Bon, c'est pas un film que je conseille. C'est un film à voir parce que du coup l'idée est bonne, donc pour l'idée quoi, mais pour avoir vu un film de zombies, pour cocher un film de zombies en plus ou en rayon de la liste, mais voilà, pas au cinéma. Je pense que voilà, chez soi avec sa copine dans son canapé, au moins on peut ça faire des pauses pour faire pipi et prendre du coca sans qu'il coûte 8€. Je pense que c'est pas plus mal. On enchaîne avec The Place Beyond the Pines, un film de Derek alors je sais pas comment ça se prononce, je vais le dire à la française, Si en France. Voilà, donc qui est sorti cette semaine avec un casting qui est pas dégueulasse, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Rosie Byrne, Eva Mendes, Ray joue défoncé Laiota et Ben Mendelsohn. Voilà. Donc l'histoire, si vous n'avez pas été au cinéma ces derniers temps, donc c'est l'histoire d'un jeune. Il travaille dans un cirque, il fait vous savez, il est dans les boules là, les mecs ils sont à 3 avec une motocross dans les boules là, et puis dans les grandes boules en métal, tu vois ce que c'est. Ouais, je sais pas le nom, je sais pas quel nom c'est. Donc, les boules chinoises. Voilà, les boules chinoises. Ils font de la boule chinoise motocross, bon, et donc c'est évidemment c'est pas un rebelle, son personnage est un petit peu entre. Il y a que moi qui l'ai vu, juste pour préciser ici. Donc il essaye de subvenir aux besoins de sa famille, et pour cela, vu qu'il gagne pas assez et que de toute façon il vit un petit peu au jour le jour, il va commencer à braquer les banques avec un garagiste qu'il a rencontré, un ancien braqueur qui va le pousser un petit peu jusqu'à faire le braquage de trop et se confronter à Bradley Cooper, interprété par Avery Cross, qui est un jeune policier qui est là depuis pas longtemps, et ils vont se croiser, et c'est tout le film va être sur ce croisement. Alors, ça va être compliqué de parler de ce film parce que j'aimerais vraiment vous garder l'effet de surprise, essayer de lire le moins possible de critiques et s'en tenir à ma douce voix et mes douces analyses. C'est pas de l'égocentrisme, je me crois pas meilleur que je ne suis, mais j'aimerais vraiment essayer de garder au maximum l'équilibre qu'il y a entre ce film. C'est-à-dire que ce film se déroule en 3 parties que je ne peux pas malheureusement décrire, sans quoi je vais vous spoiler un petit peu. Mais donc je vais m'arrêter finalement à une analyse de réalisation et d'atmosphère. Bon, les jeux d'acteurs sont absolument nickel. Alors la seule petite critique qu'on pourrait faire, c'est que Ryan Gosling fait du Ryan Gosling Drive, mais je doute que ça soit une critique qu'on doive faire à sa personne, à son jeu. C'est plus, je pense, on lui a demandé, c'est son personnage qui veut ça, et je pense que le réalisateur s'est inspiré de ce qu'il a vu dans Drive pour le faire. Et donc en fait on est dans un mélange, dans un film, pour vous situer un petit peu l'atmosphère, entre Drive et un film australien qui s'appelle Animal Kingdom en 2010, qui retraçait l'épopée d'une famille narcotrafiquante australienne sur le déclin. Bon, là on est sur, voilà, c'est des épopées familiales, mais plus que des épopées familiales, c'est des épopées personnelles qui sont conditionnées par la famille. Et la famille finalement joue pas, est vraiment secondaire, voire tertiaire. Elle est vraiment reléguée en arrière-plan. Et tout le film se base sur la puissance des personnages qu'il met en avant, et ça marche très 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 bien. On a une atmosphère incroyable, il y a une musique de Mike Patton qui est absolument magistrale du début à la fin, et c'est vrai que les thèmes sont récurrents. Encore une fois, j'aimerais pouvoir développer, mais je ne peux pas. La musique joue un rôle, les thèmes jouent un rôle très très important dans leur emplacement dans le film. Et le scénario est extrêmement extrêmement bien écrit. Alors concernant le scénario, une dernière petite indication. Le scénario est extrêmement perturbateur, dans le sens où il respecte un petit peu rien, et à un tiers du film, je vous ai dit que le film était découpé en 3, à un tiers du film il se passe quelque chose qui est
très très important et dont on peine à croire l'existence. Et ce qui a été, je trouve, excellent dans ce film, c'est que le réalisateur a su jouer dans le scénario avec l'effet qui est produit par cet événement sur le spectateur. Et c'est-à-dire que le personnage de Bradley, enfin de Bradley Cooper va subir quelque chose qui va être en même temps, qui va nous surprendre parce que ne doit pas intervenir à ce moment-là dans un film. Et du coup, ça va le surprendre lui en même temps que nous, et il va mettre autant de temps que nous à s'en remettre dans le film. Et donc du coup, c'est un film qui se passe un petit peu de temporalité. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ellipse claire, il n'y a pas marqué 6 mois après, il n'y a qu'une seule ellipse claire, et elle est absolument nécessaire. Mais sans quoi, c'est vrai qu'on est sur... On ne sait pas si les événements du film, en tout cas dans les 2 premiers tiers, se sont déroulés en 6 mois, en 3 ans, en 2 semaines, on ne sait pas. Et c'est vrai que ce côté personnage hors du temps donne un côté... T'as une compassion extrême, t'as une empathie extrême envers ces personnages. Et vu qu'ils sont bien interprétés, les dialogues sont extrêmement bien écrits, le jeu de relations, tu sens que voilà, t'as ce côté, on le répétera jamais assez, mais les personnages ne doivent pas se mouvoir dans un univers qui leur est propre. T'as tout un univers qui est créé autour d'eux, mais qui est pas forcément utilisé, mais il est là, tu sens qu'il est là, tu sens que derrière un coin de rue dont le protagoniste va pas forcément aller, il se passe quelque chose, il se passe de la vie, il se passe quelque chose en lien avec l'histoire, et du coup voilà, ça va être le principe de l'histoire, c'est de se découper justement entre Ryan Gosling, donc qui va chercher à se coller à sa famille en faisant une certaine action, donc en braquant une banque, à Bradley Cooper qui va chercher à se décoller de sa famille en faisant une autre. Donc t'as ce jeu, voilà, en même temps il est un peu complexe et malheureusement je sais que ça peut paraître un peu flou et confus, mais une fois que vous aurez vu le film, tout prendra sens, et c'est vraiment par souci extrême de ne pas spoiler que je ne précise pas. Mais c'est un film à aller voir, et c'est enfin un film en 2013, à part peut-être Django et bon évidemment cette psychopathe pour moi, mais c'est un film enfin qui nous fait oublier les monstres, qui nous fait oublier un petit peu l'heure. Tu rentres complètement dedans, les décors sont très bien faits, et voilà, c'est enfin un film qui, avec de l'émotion, tu sens que ça faisait longtemps, en tout cas dans cette année 2013. Cette psychopathe, c'est un peu particulier parce que c'était un délire pour moi du réalisateur. Django, ça reste un Tarantino, c'est un petit peu, c'est particulier, mais là pour le coup t'as une vraie pièce d'œuvre d'art. J'ai vu pas mal de films en 2013 et ce qui me manquait, c'était une œuvre de 7e art, et là pour le coup c'est vraiment ça. C'est une œuvre artistique que je ne peux que vendre, que bien vendre, que je reverrai avec plaisir dès qu'il sortira en DVD ou en Blu-ray. Et d'ailleurs j'espère en Blu-ray parce que les couleurs sont vraiment très très bien travaillées, c'est en nuances mais c'est très très bien. Et voilà, c'est un film que je pense où j'ai fait le tour, et j'espère que je vous l'ai très bien vendu, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Voilà. Des questions ? Non, pas de questions. Si, moi j'ai juste vu vite fait que avec les images, en tout cas je me basais sur les images, ça faisait un peu dans la tendance du film indépendant, du film Sundance. Est-ce que malgré tout ça s'en détache, ou est-ce que ça reste quelque chose qui se veut vraiment dans cette mouvance, qui pour moi reste quand même une mouvance de qualité, mais je commence un peu à en avoir ma dose presque. Ouais. Alors c'est vrai que pour te donner une indication, les organismes organismes de presse qui l'ont noté, si tu veux, dès qu'il y a indie dans le nom du magazine, c'est bien noté. Ça te donne une indication. C'est vrai que c'est un film qui reste très très indie dans sa manière d'être, et notamment je pense que ce biais scénaristique, s'il s'affiche pas film indépendant, il est démonté. Voilà, le film est démonté, alors que heureusement voilà, ça garde, et c'est surtout au niveau du scénario. Après dans la mise en scène aussi, t'as ce côté indépendant, mais ça dépasse. Pour moi, ça on peut pas juste le catégoriser d'indépendant. C'est peut-être vrai pour à peu près tous ces secteurs, mais ça le dépasse. C'est-à-dire que ça cherche pas à créer quelque chose pour des magazines indés ou pour des spectateurs qui cherchent de l'indé. D'accord. C'est un film qui appartient à cette mouvance. C'est vrai que ça a dû, ça a inspiré le réalisateur, et ça se sent clairement. Après, est-ce qu'il faut le limiter à ça ? Oui, ça en a toutes les caractéristiques. Non, il faut pas le limiter. C'est une pièce d'œuvre pour moi qui
qui dépassent de la simple catégorisation. Généralement les meilleurs films, tu peux pas leur dire tiens enfin évidemment que le Parrain c'est un film de gangster, mais c'est plus que ça. Tout le monde sait très bien que c'est plus que ça. Donc voilà, c'est le même principe pour moi. Voilà, on se détache un petit peu du simple code. Oui, ça respecte certains codes, ça veut pas pour autant dire que ça s'en suffit. Voilà. Très bien, merci. On va finir avec au nom de la Terre. Décidément, tu as les références sur toi, Enzo, parce que ouais. Alors vas-y, nous sommes là. Présente-nous. C'est un documentaire, donc présente-nous. Vas-y, fais-nous rêver. C'est un documentaire. Alors, Au nom de la Terre est un documentaire, donc vendu en gros avec Pierre Rabhi dessus, puisque c'est sur Pierre Rabhi, le grand agroécologue algérien. C'est réalisé par Marie-Dominique Delsing, qui a son 3e documentaire, si ma mémoire est bonne. Alors pour le coup ici, elle va tout simplement suivre. Donc déjà on va rappeler qui est Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, comme je disais, agroécologue, ouais. Attends pour moi, fondateur de nombreux organismes pour la protection de la nature et surtout pour la sécurité alimentaire. Qui est son cheval de guerre, si je ne m'abuse. Ici, on va le suivre donc au cours de ces nombreuses. On va le suivre chez lui entre guillemets, là où il a agi en fait. Donc on le voit tout au long du film, on le voit souvent dans son jardin en l'occurrence, puisque son sujet c'est la nature et c'est surtout l'agriculture. Comment produire assez pour tous et de façon écologique. Et pour le coup, donc, je vais balayer tout de suite tout ce qui est côté cinéma et réalisation. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le but du film, c'est réalisé très simplement. En fait, c'est à la manière du personnage qui est filmé, c'est très sobre. On le filme comme on peut faire dans un reportage classique qu'on pourrait voir à la télé. C'est pas de façon méchante que je dis ça, mais c'est pour le coup ça. Il n'y a pas de grandiloquent. On va pas filmer le jardin avec un coucher de soleil et Pierre Rabhi qui s'abaisse pour cueillir une plante. C'est peut-être un peu agréable ce côté-là d'enlever les artifices un peu gnangnan. Voilà. À part ceux qui cherchent, pour le coup, là, je préviens, c'est vraiment un film pas trop bavard, mais c'est un message, quoi. C'est un film qui prête à débat, et pour le coup il est vendu comme ça puisque de très très nombreuses séances de ce film se font avec débat ensuite. Vous pouvez checker ça sur le site du film, et c'est plus qu'un cinéma, c'est-à-dire que Pierre Rabhi a fait plein de livres, ces organismes sont très actifs, donc les Colibris et Terre Humanisme, c'est juste pour s'offrir une sorte un plus grand public, quoi. C'est vraiment pour toucher, et je trouve ça bien QGC qui l'aide dans sa démarche, en l'occurrence, et donc c'est pas un film où vous allez rêver, etc. C'est vraiment un film entre guillemets de réflexion. Pour ceux qui sont pro-écolo, c'est votre film, je vais te dire. Pour les autres, allez le voir peut-être par curiosité. C'est absolument pas moraliste. Pierre Rabhi l'a dit lui-même à la fin du film aussi, dans le débat que j'ai pu assister. C'est pas moraliste, il crache pas sur ceux qui sont pas du tout ça. Comme il disait, c'est un éveilleur de conscience, il veut juste... je pense que tout le monde pense ce qu'il dit, et lui, il veut juste que tout le monde se réunisse, et pourquoi pas, dans cette même démarche de sécurité alimentaire et d'écologie. Oui, et tu dis que c'est un film qui prête à réfléchir, qui répondra aux attentes des pro-écolos. Est-ce que... pour dans moi, le sens où il y a de la matière à réfléchir, c'est ce que je veux dire. Après, oui, bien on peut sûr. pas être d'accord avec ce qu'il dit. Non, bien sûr, mais je veux dire, justement, c'est un public qui est déjà conquis d'avance. Est-ce que le public peu sensible à la question écologique trouve sa place? Est-ce que c'est vulgarisé, ou est-ce que c'est trop technique? Est-ce que c'est élitiste en fait? Ah oui, non, c'est absolu. C'est pas non, c'est pas vulgarisé, c'est-à-dire dans le sens où le thème écolo, et je pense, mais alors là, malheureusement, j'ai mon filtre de moi-même. Il me semble très très simple à comprendre. Je veux dire, c'est des valeurs très simples. Il rappelle les valeurs de communautarisme, puisqu'on le voit, comment dire, organiser et construire une sorte de cité totalement, une sorte d'autarcie, quoi, où les gens vivent en communauté et de façon autonome au niveau de la nourriture et des ressources.
Et donc il nous montre ça. Et donc ça, c'est des valeurs que je pense que tout le monde connaît. Il y a pas de termes techniques. Je veux dire, il montre juste ces techniques et ce qui a été mis en place et ce qu'il va mettre en place pour arriver à résoudre les problèmes qui lui semblent essentiels, quoi. Lui, il veut la sobriété, comme il dit, il veut plus de sobriété dans la société actuelle. Ouais. C'est le message du film, en gros. Et ça t'a plu, globalement, t'en as ressorti. Ça me plu parce que c'est très, très intéressant, pas parce que le thème me parle, etc., mais vraiment parce que c'est intéressant, c'est pas fait de façon moraliste, et voilà, pour tous ceux qui aiment s'intéresser. Pour faire une petite parenthèse, le débat était de qualité, c'était intéressant, les gens participaient. Oui, le débat était de très bonne qualité. Après, UGC avait prévu 30 minutes, donc au bout de 30 minutes, c'était au revoir. Ouais. Mais de très bonne qualité, oui. Bon. C'est vrai. Bah messieurs, on va avancer, on va passer à Sérivore Chronique. Tenté par une série ? Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez le petit écran. C'est Sérivore Chronique. C'est Sérivore Chronique et ce soir c'est sur Sherlock. Donc Guy Ritchie, Robert Downey Jr. ont cru rentrer dans la postérité. C'est raté. C'est bien tenté, hein, mais c'est raté. Soyons honnêtes, leur reboot, si l'on peut dire, du personnage emblématique d'Arthur Conan Doyle, si bien accueilli par la critique comme par le public, a eu le mérite de remettre sur le devant de la scène le plus célèbre des détectives. Qui plus est, dans une version cool, rajeunie et dynamique. Mais force est de constater que la version anglaise a définitivement fait entrer notre cher Sherlock Holmes, salut, dans une nouvelle ère. Sorti à l'été 2010 sur la BBC, programme phare de l'été 2010 donc, la série se distingue par sa forme très anglaise de mini-série de seulement 3 épisodes par saison, mais de 90 minutes chacun. On pourrait penser que pour une série c'est particulièrement long, 90 minutes pour un épisode. Et c'est là la première force de Sherlock, arriver à tisser des intrigues suffisamment complexes pour nous faire tenir en haleine pour près de 4h30. Bien entendu, on pourra arguer que créer de bons scénarios à partir des meilleures histoires de détectives écrites à ce jour, c'est facile. Bah là aussi, c'est une erreur. L'originalité, et pourrais-je dire ce qui donne sa saveur à la série, c'est d'avoir su placer messieurs Holmes, Watson et consorts dans notre présent. Donc internet, smartphone, toutes les nouvelles technologies sont utilisées par notre détective qui troque la pipe contre la 3G. Ce mélange d'univers, de logique est parfaitement orchestré par des scénaristes déjà habitués à jouer avec les espaces-temps et les références de fanservice. Oui, c'était les scénaristes de Doctor Who. Passé le contexte temporel original, encore faut-il que le reste soit à la hauteur. Et la grande force de Sherlock, et c'est ce qui fait généralement de plus en plus la différence entre une bonne et une grande série, c'est de mettre au diapason une réalisation inventive avec l'utilisation par Sherlock de ces nouvelles manières d'enquêter. Assez rare pour le souligner, mais le programme de la BBC invente pour le coup une réelle identité visuelle moderne par des procédés simples, mais qui commence à se démocratiser dans d'autres films et séries actuellement. Concernant les acteurs, 2 valeurs sûres du cheptel anglais ont été choisies pour les rôles principaux. Benedict Cumberbatch pour un nom au ridicule proportionnel au talent, campant parfaitement le détective arrogant, sûr de lui mais ayant de très très bonnes raisons de l'être. Martin Freeman obtient quant à lui le rôle de Watson, garde-fou obligatoire de notre Sherlock. Victime masochiste, jamais vraiment ami, jamais vraiment oublié cependant de Sherlock. Autour de ce duo omniprésent, dans le bon sens du terme, gravite une foule de personnages secondaires plus ou moins influents, mais en tous une dynamique propre, sans jamais tomber dans de l'utilitarisme de bas étage. Enfin, notons la présence d'Andrew Scott, acteur irlandais peu connu de par chez nous, sous la forme de Moriarty, le grand méchant des nouvelles du détective. Complètement psychopathe, il est de ces méchants qu'on n'oublie pas, dans la veine des Joker, Ledger et Nicholson, de Kaiser Soze, de Sean Penn dans Gangster Squad. Non, je déconne. En attendant, profitez de pouvoir suivre les 6 épisodes des 2 saisons d'affilée, quand la 3e saison qui sortira fin 2013 nous sauvera d'un cliffhanger qui tient en haleine comme rarement. Voilà, donc c'est une série que j'encourage particulièrement. Alors oui, chaque semaine je fais des séries qui sont bien, mais en même temps c'est plus facile d'écrire sur les séries qui sont bien que sur les séries qui sont mauvaises, sachant qu'une série qui est mauvaise, on l'abandonne. J'ai pas envie de faire une critique sur une série dont j'ai vu 3 épisodes, sinon je ferai une des critiques sur Chuck. Voilà. Ou sur Big Bang Theory. Ah oui, non, je suis pas fan.
Je suis pas fan, non. Non, Bazinga, mais je suis pas fan. Je suis désolé. Écoutez, on pose la question de la semaine et puis on peut se casser. Envie d'aller au cinéma? C'est l'heure de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou. Avec la question de la semaine. Parce qu'on est fatigué et qu'on veut rentrer chez nous. Voilà. Il y a un match de foot. Voilà, exactement. On pense à vous en plus. Qui a composé la musique de The Place Beyond the Pines? C'est facile, c'est sur Wikipédia et je vous conseille en plus, petit cadeau de ma part, d'aller checker la musique de Mike Patton, taper Mike Patton thème Place Beyond the Pines et c'est assez magnifique. Il y a un mec d'ailleurs sur YouTube qui a fait une version de 10 minutes et je le en remercierai jamais assez. Écoutez messieurs, encore une émission de finie. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y avait un bon film, mais du coup, on en reparlera la semaine prochaine. On se reste au taquet sur Radio Rec. On signale quand même que ce soir c'est la Miami Beach Party. Beach, B-E-A-C-H. On le précise jamais. Ça sera à 20h, à 2h du matin. Je pense que l'orthographe aura changé. En tout cas, ça reste une bonne petite soirée étudiante proposée par le BDE de notre cher UPEMLV. Donc, on en fait la promo parce que de toute façon, il y a le président qui a un gun pointé contre ma tempe là. Donc, depuis que tu as dit que tu allais voir le match. Voilà, c'est ça. On reviendra après. Mais voilà, exactement. Bon. Vous me trouverez au coin au fond là. Voilà. C'est ça. Les toilettes, c'est ça. À gauche là. Voilà. À gauche quand tu rentres. Voilà, bon, écoutez messieurs, on se quitte et puis on se dit à la semaine prochaine avec toujours plus de débats, toujours plus d'infos, toujours plus de news et toujours plus de films vus et toujours plus de séries. Ciao. Ciao. Bisous. Allez, ciao. Salut.